Imaginez la scène. Nous sommes en décembre 679, dans une forêt dense des Ardennes, quelque part entre ce qui est aujourd'hui la Belgique et la France. La nuit est froide, le genre de froid humide qui transperce les fourrures les plus épaisses et s'infiltre jusque dans les os. Une partie de chasse royale s'est arrêtée pour la nuit dans un pavillon de bois, et le roi Dagobert II dort, épuisé par une journée de traque du cerf. Dagobert n'est pas n'importe quel roi. C'est le dernier espoir d'une lignée qui règne sur les Francs depuis plus de 2 siècles, une dynastie qui a unifié la Gaule, converti un peuple païen au christianisme, et posé les fondations de ce qui deviendra la France. Ses cheveux longs, jamais coupés selon la tradition de sa famille, s'étalent sur l'oreiller comme une couronne naturelle. Car chez les Mérovingiens, les cheveux longs ne sont pas un simple choix esthétique. Ils sont le signe sacré de la royauté, le symbole visible d'un pouvoir qui vient du sang et des dieux. Mais cette nuit, quelqu'un d'autre a des projets pour Dagobert. Dans l'obscurité du pavillon, une silhouette se glisse silencieusement. L'homme connaît les lieux, connaît les habitudes du roi, connaît l'emplacement exact de sa couche. C'est un familier, quelqu'un en qui Dagobert avait confiance. Peut-être un serviteur, peut-être un noble de son entourage. Les chroniques ne s'accordent pas sur son identité exacte, mais elles s'accordent sur ce qui s'est passé ensuite. L'assassin lève son arme. Certaines sources parlent d'une lance, d'autres d'un poignard. Le coup est porté avec précision, traversant l'œil du roi endormi et pénétrant dans son cerveau. Dagobert demeure sans un cri, sans avoir eu le temps de comprendre ce qu'il y arrivait. Quand le soleil se lève sur les Ardennes le lendemain matin, une dynastie vieille de 200 ans vient de recevoir un coup dont elle ne se remettra jamais vraiment. L'assassinat de Dagobert II n'est qu'un épisode parmi des dizaines dans l'histoire sanglante des Mérovingiens. Cette famille a connu des parricides, des fratricides, des empoisonnements, des étranglements, des mutilations rituelles. Les mères ont fait tuer leurs fils, les oncles leurs neveux, les épouses leurs maris. Aucune autre dynastie européenne n'a peut-être connu une telle concentration de violence familiale. Et pourtant, malgré cette violence, ou peut-être à cause d'elle, les Mérovingiens ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont transformé un ramassis de tribus germaniques en un royaume cohérent. Ils ont fusionné l'héritage de Rome avec les traditions des forêts du Nord. Ils ont adopté le christianisme et l'ont imposé à leur peuple. Ils ont créé, en somme, les conditions de possibilité de ce qui deviendra la civilisation française, ou plus largement, européenne. Alors pourquoi personne ne se souvient d'eux? Quand vous pensez au roi de France, quels noms vous viennent à l'esprit? Louis XIV, probablement, le roi Soleil dans sa gloire versaillaise. Charlemagne, peut-être, le grand empereur à la barbe fleurie. Saint-Louis, François Ier, Henri IV. Mais Clovis? Dagobert? Chilpéric? Ces noms sonnent étrangement, comme venus d'une époque si lointaine qu'elle en devient presque mythique. Et c'est précisément le problème. Les Mérovingiens ont été victimes d'une campagne de dénigrement systématique menée par ceux qui leur ont succédé. Les Carolingiens, la dynastie de Charlemagne, avaient besoin de justifier leur usurpation du trône. Ils ont donc fait circuler une image des derniers Mérovingiens comme des rois fainéants, des souverains incapables qui se laissaient promener en char à bœuf pendant que les vrais hommes gouvernaient le royaume. Cette propagande a remarquablement bien fonctionné. Pendant plus de 1000 ans, l'histoire officielle a répété cette version des faits. Les Mérovingiens étaient présentés comme une période sombre entre la chute de Rome et l'avènement glorieux de Charlemagne, un interrègne barbare qu'il valait mieux oublier. Mais l'histoire réelle est infiniment plus complexe et plus fascinante. Avant de plonger dans cette saga extraordinaire de rois guerriers, de reines vengeresses et de saints thaumaturges, si vous appréciez ce genre de récit sur les vérités cachées de l'histoire, prenez un instant pour vous abonner et laissez un pouce bleu. Chaque abonnement aide la chaîne à continuer de déterrer ces destins anciens que les manuels scolaires ont tendance à négliger. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir que nous explorons ensemble ces époques oubliées depuis les 4 coins du monde. L'histoire des Mérovingiens couvre environ 3 siècles, de la fin du 5e siècle au milieu du 8e. C'est une période que les historiens appellent parfois le Haut Moyen Âge, plus péjorativement, les âges sombres. Cette dernière appellation est profondément injuste. Les siècles mérovingiens n'étaient pas une époque de ténèbres et d'ignorance, mais une période de transformation intense, de fusion culturelle et de création politique. Pour comprendre les Mérovingiens, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel ils ont émergé. En 476,
l'Empire romain d'Occident s'est officiellement effondré quand le dernier empereur, le jeune Romulus Augustule, a été déposé par le chef barbare Odoacre. Mais en réalité, l'Empire s'effritait depuis des décennies, et la Gaule romaine avait déjà été largement pénétrée par des peuples germaniques. Ces peuples, que les Romains appelaient collectivement barbares, n'étaient pas les hordes sauvages de l'imagination populaire. Beaucoup d'entre eux avaient servi dans les armées romaines, adopté des éléments de la culture romaine, et développé des structures politiques relativement sophistiquées. Parmi eux, les Francs occupaient une position particulière. Les Francs n'étaient pas originellement un peuple unifié, mais une confédération de tribus germaniques établies le long du Rhin inférieur, dans les régions qui correspondent aujourd'hui aux Pays-Bas, à la Belgique et au nord de l'Allemagne. Leur nom même, Francs, signifiait probablement les libres ou les féroces, selon les interprétations. Ils s'étaient fait connaître des Romains comme des guerriers redoutables et des raideurs occasionnels, mais aussi comme des fédérés, des alliés barbares intégrés dans le système défensif de l'Empire. Au 5e siècle, alors que l'autorité romaine s'effondrait en Gaule, plusieurs chefs francs ont commencé à se tailler des royaumes indépendants dans les décombres de l'Empire. Parmi ces chefs, une famille allait progressivement s'élever au-dessus des autres, les descendants d'un roi semi-légendaire nommé Mérové. C'est de ce Mérové que la dynastie tire son nom. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi sa descendance a-t-elle été considérée comme sacrée pendant des siècles? L'histoire de Mérové est enveloppée dans un brouillard de légendes si épais qu'il est presque impossible de distinguer le fait historique de la mythologie pure. Et c'est peut-être délibéré. Les Mérovingiens cultivaient le mystère autour de leurs origines, car ce mystère renforçait leur légitimité. Un roi dont l'ancêtre était à moitié divin était évidemment plus légitime qu'un simple chef de guerre qui avait pris le pouvoir par la force. La légende la plus célèbre concernant Mérové nous est rapportée par le chroniqueur Frédéguerre, qui écrivait au 7e siècle, soit environ 200 ans après les faits supposés. Selon ce récit extraordinaire, la mère de Mérové était déjà enceinte de son mari, le roi Clodion, quand elle fut séduite par une créature marine. Laissez-moi vous raconter cette histoire telle qu'elle nous est parvenue. La reine, dit la légende, se baignait dans l'océan quand elle fut approchée par une bête de Neptune, un monstre marin d'une nature indéterminée. Cette créature la séduisit ou, selon certaines versions, la viola. Le résultat de cette union surnaturelle fut que l'enfant qu'elle portait, Mérové, se trouva avoir deux pères, un humain et un divin. Cette double paternité expliquait, selon les Mérovingiens, les pouvoirs spéciaux de leur lignée. Ils n'étaient pas simplement des rois parmi d'autres. Ils portaient en eux le sang d'une créature mythique, ce qui leur conférait une nature semi-divine. Leurs cheveux longs, qu'ils ne coupaient jamais, étaient le signe extérieur de cette nature sacrée. Un Mérovingien tondu perdait son pouvoir royal, non pas symboliquement mais réellement, dans la croyance de l'époque. Cette légende peut nous paraître absurde aujourd'hui, mais elle avait une fonction politique essentielle. Dans un monde où la légitimité venait du sacré, avoir un ancêtre divin était un atout considérable. Les empereurs romains avaient prétendu descendre de Vénus et de Mars. Les rois de Troie, selon la mythologie, descendaient de Zeus. Pourquoi les Mérovingiens n'auraient-ils pas eu leur propre connexion au monde surnaturel? Il est intéressant de noter que cette légende du monstre marin présente des parallèles avec d'autres mythologies européennes. Dans la tradition grecque, plusieurs héros étaient nés d'union entre des mortels et des dieux marins, comme Achille, fils de la nymphe marine Thétis. Dans les mythologies nordiques, les créatures des eaux jouaient également un rôle important dans les récits de fondation dynastique. Certains historiens modernes ont proposé des interprétations symboliques de cette légende. Le monstre marin pourrait représenter le dieu franc des eaux, peut-être une divinité similaire au Neptune romain. L'union de la reine avec cette créature pourrait symboliser une alliance sacrée entre la royauté franque et les forces de la nature. D'autres ont suggéré que le récit cache un événement plus prosaïque, comme une liaison adultère de la reine, réinterprétée ensuite dans un cadre mythologique pour protéger l'honneur de la dynastie. Quelle que soit l'origine réelle de cette légende, elle a profondément marqué l'identité mérovingienne. Les rois de cette dynastie se percevaient, et étaient perçus par leurs sujets, comme fondamentalement différents des autres hommes. Leur sang était sacré, leur pouvoir venait des dieux autant que des hommes, et leur autorité ne pouvait être contestée que par d'autres membres de leur propre lignée. Au-delà de la légende de la bête marine, les Mérovingiens revendiquaient également une ascendance troyenne. Selon certains récits, les Francs descendaient de réfugiés troyens qui avaient fui après la destruction de leur ville par les Grecs. Cette prétention les mettait sur un pied d'égalité avec les Romains eux-mêmes, qui prétendaient descendre d'Énée, un autre survivant de Troie. Cette double origine, troyenne et divine, faisait des Mérovingiens les héritiers légitimes aussi bien de la tradition classique que de la tradition germanique. Ils pouvaient se présenter aux Gallo-Romains comme les successeurs naturels de Rome, et aux Francs comme des chefs sacrés bénis par les dieux ancestraux.
Mais qu'en est-il du Mérové historique, au-delà des légendes? Malheureusement, nous savons très peu de choses avec certitude. Il a probablement vécu au milieu du 5e siècle, peut-être entre 410 et 458 environ. Il était roi des Francs saliens, la branche des Francs établie dans ce qui est aujourd'hui la Belgique et le nord de la France. L'événement le plus significatif associé à son règne est la bataille des Champs cataloniques en 451, où une coalition de Romains et de barbares fédérés a affronté les Huns d'Attila. Selon certaines sources, Mérové aurait participé à cette bataille aux côtés du général romain Aetius. Si c'est vrai, il aurait combattu pour défendre ce qui restait de la civilisation romaine contre les hordes venues des steppes d'Asie centrale. Cette participation à la bataille contre Attila est symboliquement importante. Elle positionne les Mérovingiens dès l'origine comme des défenseurs de la civilisation, pas comme des destructeurs barbares. Ils n'étaient pas venus pour piller Rome, mais pour la protéger. Mérové a laissé au moins un fils, Childéric, qui allait continuer l'ascension de la dynastie. Et c'est avec Childéric que nous quittons le domaine de la légende pure pour entrer dans celui de l'histoire documentée, grâce à une découverte archéologique extraordinaire qui nous permet de toucher presque physiquement un roi mérovingien. En mai 1653, un ouvrier travaillant sur un chantier de construction près de l'église Saint-Brice à Tournai, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, a fait une découverte qui allait révolutionner notre connaissance des Mérovingiens. En creusant les fondations d'un nouveau bâtiment, sa pioche a heurté quelque chose de dur. En dégageant la terre, il a découvert une tombe intacte remplie de trésors extraordinaires. Cette tombe était celle de Childéric Ier, père de Clovis et fils de Mérové, mort en 481 ou 482. Elle contenait des objets d'une richesse et d'une qualité remarquables, témoignant de la puissance et du raffinement du roi franc. Parmi les objets trouvés dans la tombe, les plus célèbres étaient des centaines d'abeilles en or. Ces petites figures, finement ciselées, ornaient probablement le manteau royal du défunt. Elles sont devenues par la suite un symbole dynastique, repris bien plus tard par Napoléon qui les adopta comme emblème impérial, les préférant aux fleurs de lys des Bourbons. Quand vous voyez des abeilles dans l'iconographie napoléonienne, vous voyez en réalité un héritage mérovingien vieux de 13 siècles. La tombe contenait également une épée au pommeau d'or, symbole évident de la fonction guerrière du roi. Il y avait un anneau sigillaire en or portant l'inscription Childerici Regi, du roi Childéric, qui a permis d'identifier formellement le propriétaire de la tombe. Des fibules, des boucles de ceinture, des pièces de monnaie romaine et byzantine, des fragments de vêtements brodés d'or, tout témoignait d'une richesse considérable. Mais peut-être l'élément le plus fascinant était le crâne d'un cheval de guerre, enterré avec son maître selon les traditions germaniques. Les Francs, comme beaucoup de peuples cavaliers, croyaient que le guerrier avait besoin de sa monture dans l'au-delà. Ce sacrifice équin montre que, malgré des contacts croissants avec le christianisme, Childéric était encore profondément ancré dans les traditions païennes de son peuple. La découverte de la tombe de Childéric a été un événement majeur dans l'histoire de l'archéologie mérovingienne. Pour la première fois, nous avions des preuves tangibles de la richesse et de la sophistication de ces rois que les sources écrites décrivaient de manière souvent vague ou légendaire. Malheureusement, une grande partie du trésor de Childéric a été volée en 1831 lors d'un cambriolage au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, où il était conservé. Les voleurs ont fait fondre la plupart des objets en or pour les revendre. Seules quelques pièces ont été récupérées, et nous devons nous fier largement aux dessins et descriptions réalisés au XVIIe siècle pour connaître l'ensemble du trésor. Mais au-delà des objets matériels, que savons-nous de Childéric lui-même? Childéric a régné sur les Francs saliens pendant environ 25 ans, probablement de 457 à 481 ou 482. Son royaume était centré sur la région de Tournai et s'étendait peut-être jusqu'à la Somme au sud. Ce n'était pas encore un grand royaume, mais une principauté de taille modeste dans le patchwork politique de la Gaule du 5e siècle. L'épisode le plus célèbre de son règne est son exil temporaire chez les Thuringiens, un peuple germanique établi dans ce qui est aujourd'hui le centre de l'Allemagne. Selon le récit de Grégoire de Tours, le grand chroniqueur des Mérovingiens, Childéric était d'une débauche telle qu'il séduisait les femmes et les filles de ses sujets. Les Francs, furieux de ce comportement scandaleux, l'ont chassé et ont élu un autre roi à sa place, un certain Gidius, qui était en fait un général romain. Childéric s'est réfugié chez le roi des Thuringiens, Basinus, pendant 8 ans. Mais il avait laissé derrière lui un fidèle ami chargé de préparer son retour. Cet ami, dont le nom ne nous est pas parvenu, avait pour mission de surveiller l'opinion des Francs et, quand le moment serait propice, de rappeler Childéric. Le signal convenu était une pièce d'or que Childéric avait cassée en deux avant son départ. Quand l'ami jugerait que les Francs étaient prêts à accueillir leur ancien roi, il enverrait sa moitié de la pièce à Childéric. Le roi exilé n'aurait qu'à présenter l'autre moitié pour prouver que le message était authentique. Après 8 ans, le signal est venu. Les Francs en avaient assez du roi qu'ils s'étaient choisi. Childéric est revenu, a été accueilli avec joie par son peuple, et a repris son trône. Mais il n'est pas revenu seul.
La reine des Thuringiens, Basine, épouse de son hôte Basinus, la suivit. La raison de cette fuite romanesque nous est donnée par Grégoire de Tours dans un passage savoureux. Basine aurait dit à Childéric, « Je connais ta valeur, je sais que tu es très courageux. C'est pourquoi je suis venu pour habiter avec toi. Car sache que si j'avais connu au-delà de la mer un homme plus vaillant que toi, c'est auprès de lui que je serais allé vivre. » Cette histoire d'amour et de trahison a eu une conséquence historique majeure. De l'union de Childéric et de Basine est né un fils, Clovis, qui allait devenir le plus grand roi mérovingien et le véritable fondateur du royaume des Francs. Childéric, malgré l'épisode de son exil, a été un roi efficace. Il a maintenu de bonnes relations avec l'Empire romain d'Orient, comme le montrent les monnaies byzantines trouvées dans sa tombe. Il a combattu aux côtés des Romains contre les Visigoths et d'autres peuples germaniques rivaux. Il a consolidé le territoire des Francs saliens et préparé le terrain pour l'expansion spectaculaire que son fils allait accomplir. Quand Childéric est mort en 481 ou 482, il a été enterré selon les rites païens traditionnels, avec ses armes, ses bijoux et son cheval. Son fils Clovis n'avait probablement que 15 ou 16 ans. C'était un âge jeune pour hériter d'un royaume, même petit, dans un monde aussi violent que la Gaule du 5e siècle. Personne, à ce moment, n'aurait pu prévoir que ce jeune homme allait devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire européenne, et que sa conversion au christianisme allait changer le cours de la civilisation occidentale. Clovis est né vers 466, probablement à Tournai, fils de Childéric et de la reine thuringienne Basine. Son nom, qui se prononçait quelque chose comme Clodowec en francique, signifiait combat glorieux. C'était un nom de guerrier, un présage de ce qu'il allait devenir. Quand il a hérité du trône à la mort de son père, Clovis n'était qu'un petit roi parmi beaucoup d'autres. La Gaule du 5e siècle ressemblait à une mosaïque brisée de royaumes, de principautés et de territoires contestés. Les Visigoths dominaient le sud-ouest, de Toulouse à l'Espagne. Les Burgondes tenaient le sud-est, dans la vallée du Rhône. Les Alamans menaçaient depuis l'est. D'autres rois francs, cousins ou rivaux de Clovis, contrôlaient des territoires le long du Rhin. Et au centre de la Gaule subsistait encore un fragment d'autorité romaine, le royaume de Soissons gouverné par Syagrius, fils de Helgidius qui avait brièvement remplacé Childéric. Dans ce chaos politique, la survie elle-même était un accomplissement. L'expansion était un rêve fou. Et pourtant, en 30 ans de règne, Clovis allait unifier la Gaule sous son autorité, convertir son peuple au christianisme, et fonder une dynastie qui durerait 2 siècles et demi. Comment y est-il parvenu? La première qualité de Clovis était sa brutalité calculée. Dans un monde où la faiblesse était une invitation au meurtre, il a établi très tôt sa réputation de guerrier impitoyable. Les chroniques regorgent d'histoires de sa violence, mais une en particulier illustre parfaitement son caractère. L'épisode du vase de Soissons, raconté par Grégoire de Tours, est probablement le plus célèbre de son règne. Après une campagne victorieuse, le butin devait être partagé entre les guerriers francs selon la coutume. Mais l'évêque de Reims, Rémy, a demandé à Clovis de lui restituer un vase sacré qui avait été pillé dans une église. Clovis a accepté la demande de l'évêque, mais un de ses guerriers s'y est opposé. Selon la tradition franque, le butin devait être divisé équitablement par tirage au sort, et personne, pas même le roi, n'avait le droit de s'emparer d'un objet avant le partage. Le guerrier a frappé le vase de sa hache, le brisant, et a déclaré que Clovis n'aurait que ce que le sort lui attribuerait. Clovis n'a rien dit sur le moment. Il a encaissé l'humiliation publique sans réagir. Mais un an plus tard, lors d'une revue militaire, il a reconnu le guerrier insolent dans les rangs. Il s'est approché de lui, a critiqué l'état de ses armes, et quand le guerrier s'est penché pour ramasser une arme que Clovis avait jetée à terre, le roi lui a fendu le crâne de sa propre hache en déclarant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». Cette histoire illustre plusieurs aspects du caractère de Clovis. D'abord, son respect apparent des traditions franques, puisqu'il n'a pas réagi immédiatement à l'affront. Ensuite, sa mémoire impitoyable des offenses, puisqu'il a attendu un an pour se venger. Enfin, sa volonté de faire un exemple spectaculaire pour dissuader toute future contestation de son autorité. Mais la brutalité seule n'explique pas le succès de Clovis. Il était aussi un stratège politique d'une habileté remarquable, capable de forger des alliances, de manipuler ses ennemis, et de saisir les opportunités quand elles se présentaient. Sa première grande victoire a été contre Syagrius, le dernier représentant de l'autorité romaine en Gaule du Nord. En 486, Clovis a rassemblé une coalition de rois francs et a attaqué le royaume de Soissons. La bataille a été rapide et décisive. Syagrius a fui chez les Visigoths, mais Clovis a menacé le roi wisigoth Alaric II de guerre s'il ne lui livrait pas le fugitif. Alaric a cédé, et Syagrius a été secrètement exécuté. Cette victoire a donné à Clovis le contrôle d'un vaste territoire s'étendant de la Somme à la Loire. Plus important encore, elle lui a donné accès aux structures administratives romaines qui existaient encore dans cette région.
Les routes, les villes, les domaines agricoles, l'Église avec son réseau d'évêques et de monastères, tout cela est passé sous son autorité. C'est à cette époque que Clovis a commencé à se rapprocher de l'Église catholique. Ce rapprochement était motivé par des considérations politiques autant que spirituelles. L'Église représentait la continuité avec le monde romain, la structure administrative la plus sophistiquée qui existait encore en Gaule. Les évêques étaient souvent les personnages les plus influents de leur cité, capables de mobiliser la population gallo-romaine en faveur ou contre un roi barbare. Le mariage de Clovis avec Clotilde, princesse burgonde et catholique fervente, a été un moment décisif dans ce rapprochement. Clotilde était nièce du roi burgonde Gondebaud, mais sa famille avait été massacrée dans les luttes dynastiques qui ravageaient ce royaume. Elle avait des raisons personnelles de haïr le paganisme, et elle a travaillé inlassablement à la conversion de son époux. Selon Grégoire de Tours, Clotilde a fait baptiser leurs enfants sans le consentement explicite de Clovis, ce qui montre son audace et sa détermination. Quand leur premier fils est mort peu après le baptême, Clovis a reproché à sa femme d'avoir attiré la colère des dieux païens. Mais Clotilde n'a pas renoncé. La conversion de Clovis n'est pas venue d'un coup. C'était un processus graduel, ponctué de moments de doute et de résistance. Mais le moment décisif, selon la tradition, est survenu lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, probablement en 496. Les Alamans étaient un peuple germanique puissant qui menaçait les frontières orientales du royaume franc. La bataille était féroce, et à un moment, les Francs semblaient sur le point d'être vaincus. C'est alors que Clovis, désespéré, aurait levé les yeux au ciel et prié le Dieu de Clotilde, Jésus-Christ, toi que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, toi qui, dit-on, donne la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite dévotement la gloire de ton secours. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. Selon le récit, le cours de la bataille a changé immédiatement après cette prière. Le roi des Alamans a été tué, et ses guerriers se sont rendus ou ont fui. Clovis avait obtenu sa victoire, et il devait maintenant honorer sa promesse. Le baptême de Clovis a eu lieu à Reims, probablement le 25 décembre 496, bien que la date exacte soit disputée. L'évêque Rémy, celui-là même qui avait demandé la restitution du vase de Soissons, a officié la cérémonie. Selon les chroniques, 3000 guerriers francs ont été baptisés en même temps que leur roi. L'importance historique de ce moment est difficile à surestimer. Clovis était le premier roi barbare majeur à se convertir directement au catholicisme romain, plutôt qu'à l'arianisme, une forme de christianisme que beaucoup de peuples germaniques avaient adopté et que l'Église considérait comme hérétique. Cette différence théologique peut sembler obscure aujourd'hui, mais elle avait des implications politiques énormes. Les Visigoths, les Burgondes, les Ostrogoths, les Vandales, tous étaient ariens. Les populations gallo-romaines qu'ils gouvernaient étaient catholiques. Cette division religieuse créait une fracture permanente entre les conquérants barbares et leurs sujets romains. En devenant catholique, Clovis se positionnait comme le champion de l'orthodoxie religieuse, le défenseur de l'Église contre les hérétiques ariens. Les évêques gallo-romains, qui avaient des raisons de craindre les rois ariens, voyaient en Clovis un allié naturel. La population catholique des royaumes voisins pouvait regarder vers lui comme un libérateur potentiel. L'empereur byzantin Anastase lui-même a reconnu l'importance de cette conversion. Il a envoyé à Clovis les insignes consulaires, une reconnaissance formelle de son statut de souverain légitime dans la tradition romaine. Pour la première fois, un roi barbare était officiellement intégré dans le système impérial. Clovis a exploité ces avantages avec son habileté habituelle. Quand il a attaqué les Visigoths en 507, il a présenté sa guerre comme une croisade contre l'hérésie arienne. Il m'est très pénible de voir ces Ariens posséder une partie des Gaules, aurait-il déclaré. Marchons contre eux avec l'aide de Dieu, et, après les avoir vaincus, soumettons leurs terres à notre domination. La bataille de Vouillé, près de Poitiers, a été une victoire écrasante. Clovis a tué le roi wisigoth Alaric II de sa propre main, si l'on en croit les chroniques. Le royaume wisigoth de Toulouse s'est effondré. Les Francs ont conquis l'Aquitaine, poussant les Visigoths au-delà des Pyrénées, dans la péninsule ibérique où ils allaient régner encore 2 siècles. Après Vouillé, Clovis était le maître incontesté de la Gaule. Mais il lui restait une tâche à accomplir, éliminer les autres rois francs qui auraient pu contester son hégémonie. Ce qu'il a fait alors reste l'un des épisodes les plus sinistres de son règne. Systématiquement, par la ruse, la trahison ou la force ouverte, il a éliminé tous les autres chefs francs de sa génération. Ragnachar, roi de Cambrai, a été livré par ses propres hommes que Clovis avait soudoyés, puis exécuté avec ses frères. Cararic, un autre roi franc, a été capturé, tonsuré de force pour le disqualifier de la royauté, puis assassiné avec son fils quand il a menacé de laisser repousser ses cheveux. D'autres rois, dont nous ne connaissons même pas les noms, ont disparu dans les purges. Grégoire de Tours rapporte une anecdote révélatrice. Vers la fin de sa vie, Clovis aurait soupiré,
Malheur à moi qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers et qui n'ai plus de parents pour me porter secours si l'adversité venait. Grégoire précise que Clovis disait cela non par douleur de les avoir perdus, mais par ruse, pour découvrir s'il lui restait encore quelqu'un à tuer. Clovis est mort en 511 à Paris, la ville qu'il avait choisie comme capitale. Il avait environ 45 ans, un âge respectable pour un guerrier de son époque. Il a été enterré dans l'église des Saints Apôtres qu'il avait fait construire, sur la colline qui porterait plus tard le nom de Sainte-Geneviève. À sa mort, il laissait un royaume qui s'étendait de la Thuringe à l'Aquitaine, le plus grand État d'Europe occidentale. Il laissait aussi une église reconnaissante, une noblesse fidèle, et une réputation de fondateur que rien ne pourrait ternir. Mais il laissait également 4 fils, et la tradition franque exigeait que le royaume soit partagé entre eux. Ce partage allait déclencher un cycle de guerre fratricide qui durerait des générations et produirait certains des épisodes les plus sanglants de l'histoire mérovingienne. Nous avons évoqué le baptême de Clovis dans la section précédente, mais cet événement mérite un examen beaucoup plus approfondi. Car ce qui s'est passé à Reims en 496, ou peut-être en 498 ou 499 selon certains historiens, n'était pas simplement la conversion personnelle d'un roi barbare. C'était un tournant civilisationnel dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut d'abord comprendre la situation religieuse de l'Europe occidentale à la fin du 5e siècle. L'Église catholique romaine, héritière de la tradition apostolique, se trouvait dans une position précaire. L'Empire romain d'Occident s'était effondré, et les nouveaux maîtres barbares de l'Europe étaient soit païens, soit ariens. L'arianisme, cette doctrine qui niait la pleine divinité du Christ en affirmant qu'il était une créature du Père plutôt que son égal éternel, avait été condamnée comme hérésie au concile de Nicée en 325. Mais paradoxalement, c'est cette version du christianisme qui avait le plus de succès parmi les peuples germaniques. Les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes, les Vandales, les Lombards, tous avaient adopté l'arianisme au cours du IVe siècle, souvent grâce aux efforts du missionnaire Ulfila qui avait traduit la Bible en gothique. Cette situation créait une fracture religieuse à travers toute l'Europe occidentale. Les élites barbares étaient ariennes, les populations romaines étaient catholiques. Les deux communautés avaient leurs propres églises, leurs propres évêques, leur propre liturgie. La tension était permanente, parfois ouverte, parfois souterraine. Dans ce contexte, la conversion de Clovis au catholicisme était un événement d'une importance stratégique capitale. Pour la première fois, un grand roi barbare rejoignait le camp de l'orthodoxie romaine. L'Église catholique, qui avait semblé condamnée à une existence marginale dans une Europe dominée par les hérétiques, trouvait soudain un champion puissant. La cérémonie elle-même, telle que nous la connaissons par les récits de Grégoire de Tours et d'autres sources, était conçue pour impressionner. L'église de Reims avait été décorée de tentures blanches, de voiles parfumés et de cierges qui brillaient si intensément que les participants avaient l'impression d'être transportés au paradis. L'évêque Rémy, selon la tradition, aurait dit à Clovis au moment du baptême, « Courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Cette phrase célèbre résume parfaitement la rupture que représentait le baptême. Clovis devait renoncer à tout ce qui avait fait l'identité religieuse de son peuple, les dieux ancestraux, les rites païens, les traditions sacrées transmises de génération en génération. En échange, il recevait une nouvelle identité, celle de roi chrétien, de fils de l'Église, de défenseur de la foi. Le fait que 3000 guerriers francs aient été baptisés en même temps que leur roi montre que cette conversion n'était pas simplement un acte personnel. C'était une conversion collective, une transformation de l'identité franque elle-même. Les Francs n'étaient plus simplement un peuple germanique parmi d'autres. Ils devenaient le peuple élu de Dieu, les nouveaux Israélites destinés à défendre et à étendre le royaume du Christ. Cette conception des Francs comme peuple élu allait avoir des conséquences durables. Elle a fourni une justification idéologique aux conquêtes de Clovis et de ses successeurs. Attaquer les Visigoths ariens n'était pas simplement de l'expansionnisme territorial, c'était une guerre sainte contre l'hérésie. Soumettre les païens des confins germaniques n'était pas de la domination, c'était de l'évangélisation. Plus tard, cette même idéologie serait reprise et développée par les Carolingiens, puis par les rois capétiens. L'idée que le roi de France avait une mission divine particulière, qu'il était le lieutenant de Dieu sur terre, trouve ses racines dans le baptême de Clovis. Le sacre des rois de France à Reims, qui s'est perpétué jusqu'à Charles X au XIXe siècle, était une commémoration directe de ce baptême fondateur. Mais les conséquences du baptême allaient bien au-delà de la France. En choisissant le catholicisme plutôt que l'arianisme, Clovis a orienté l'Europe occidentale vers Rome plutôt que vers Constantinople. Si les Francs étaient devenus ariens, comme les autres peuples germaniques, l'histoire religieuse de l'Europe aurait été radicalement différente. L'Église catholique romaine aurait peut-être décliné jusqu'à devenir une secte marginale, pendant que l'arianisme serait devenu la forme dominante du christianisme occidental. Au lieu de cela,
le soutien franc a permis à l'Église catholique de survivre et de prospérer. Les rois mérovingiens ont généreusement doté les monastères et les évêchés. Ils ont protégé le clergé, leur accordant des privilèges juridiques et fiscaux. Ils ont encouragé la christianisation des régions encore païennes de leur royaume. Cette alliance entre la monarchie franque et l'Église catholique a créé un modèle de collaboration entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui allait définir la politique européenne pendant plus d'un millénaire. Le roi protégeait l'Église légitimait le roi. Chacun avait besoin de l'autre, et cette interdépendance créait une stabilité relative. Bien sûr, cette alliance n'était pas sans tension. Les évêques mérovingiens n'étaient pas simplement des serviteurs dociles de la couronne. Ils avaient leurs propres intérêts, leur propre réseau de pouvoir, leurs propres ambitions. Les conflits entre rois et évêques étaient fréquents, parfois violents. Mais le cadre général de la collaboration restait en place. L'un des effets les plus durables du baptême de Clovis a été la préservation de l'héritage romain. L'Église catholique était le principal dépositaire de la culture latine, de l'éducation classique, des techniques administratives romaines. En s'alliant à l'Église, les Mérovingiens ont maintenu un lien avec cette tradition qui aurait autrement pu disparaître. Les monastères mérovingiens sont devenus des centres de préservation du savoir. Les moines copiaient les manuscrits anciens, maintenaient les traditions littéraires, enseignaient le latin aux fils de l'aristocratie. Sans ce travail patient et obscur, une grande partie de l'héritage classique aurait été perdue à jamais. L'administration mérovingienne elle-même conservait des éléments romains significatifs. Le droit romain continuait à s'appliquer aux populations gallo-romaines. Les structures fiscales, bien que simplifiées, dérivaient des modèles impériaux. La monnaie portait encore des inscriptions latines. Le titre même de rex, roi, était un emprunt au vocabulaire romain. Cette continuité avec Rome était essentielle pour la légitimité des rois mérovingiens aux yeux de leurs sujets gallo-romains, qui constituaient la majorité de la population. Les Mérovingiens n'étaient pas simplement des conquérants barbares. Ils étaient les héritiers de l'autorité impériale, reconnus par l'Église et respectueux des traditions romaines. Le baptême de Clovis a également eu des implications pour les relations avec l'Empire byzantin. Constantinople était le seul empire romain survivant, et les empereurs byzantins se considéraient comme les chefs légitimes de toute la chrétienté. La conversion de Clovis au catholicisme, plutôt qu'à l'arianisme ou à une forme de christianisme oriental, maintenait un lien avec Rome plutôt qu'avec Constantinople. Cette orientation occidentale des Francs allait avoir des conséquences majeures à long terme. Elle a préparé le terrain pour la séparation progressive entre l'Occident latin et l'Orient grec, qui culminerait avec le schisme de 1054. Elle a également établi une relation particulière entre les rois francs et la papauté, qui s'épanouirait sous les Carolingiens avec le couronnement impérial de Charlemagne en 800. Il est fascinant de constater que cette orientation fondamentale de la civilisation européenne découle d'une décision prise par un chef de guerre barbare au milieu d'une bataille contre les Alamans. Si Clovis avait prié un autre dieu ce jour-là, si la bataille avait tourné différemment, si Clotilde n'avait pas été aussi persuasive, l'Europe que nous connaissons n'existerait tout simplement pas. Bien sûr, l'histoire ne se réduit pas à des décisions individuelles. Des forces profondes, économiques, sociales, culturelles, étaient à l'œuvre. Mais les individus comptent, et Clovis, en choisissant le baptistère de Reims plutôt que le temple païen de ses ancêtres, a fait un choix qui résonne encore aujourd'hui. À la mort de Clovis en 511, le royaume franc qu'il avait si laborieusement unifié a été immédiatement divisé. C'était la conséquence inévitable de la conception franque de la royauté. Pour les Francs, le royaume n'était pas une institution abstraite qui devait rester intacte. C'était un patrimoine familial, la propriété personnelle du roi, qui devait être partagée entre ses héritiers comme n'importe quel autre bien. Clovis laissait 4 fils, Thierry, né d'une concubine avant son mariage avec Clotilde, et Clodomir, Childebert et Clotaire, nés de la reine. Chacun a reçu une part du royaume, avec une capitale et des territoires associés. Thierry, l'aîné, a reçu le nord-est, avec sa capitale à Reims. Son royaume, qu'on appellera plus tard l'Austrasie, comprenait les régions les plus germaniques du domaine franc, celles où les traditions païennes restaient les plus vivaces. Clodomir a reçu le centre-ouest, avec sa capitale à Orléans. Son royaume incluait la riche vallée de la Loire, récemment conquise sur les Visigoths. Childebert a reçu le nord-ouest, avec sa capitale à Paris. C'était peut-être le plus prestigieux des royaumes, incluant la ville que Clovis avait choisie comme résidence principale. Clotaire a reçu le nord, avec sa capitale à Soissons. C'était le royaume le plus modeste en termes de richesse et de population. Ce partage quadripartite peut sembler une recette pour le désastre, et à bien des égards, il l'était. Mais il faut comprendre la logique qui le sous-tendait. Dans la pensée franque, chaque fils avait un droit égal à l'héritage paternel. Priver un héritier de sa part aurait été une injustice insupportable, une violation des droits sacrés de la famille. De plus, le partage n'était pas nécessairement perçu comme permanent.
Les frères pouvaient coopérer, mener des campagnes communes, et si l'un d'entre eux mourait sans héritier, ses territoires reviendraient aux survivants. L'unité du royaume pouvait être restaurée par la mort ou par la conquête. C'est exactement ce qui s'est passé, mais d'une manière bien plus sanglante que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les premières années après la mort de Clovis ont vu une coopération relative entre les frères. Ils ont mené ensemble une campagne contre les Burgondes, poursuivant l'œuvre d'expansion de leur père. Le royaume burgonde, affaibli par des querelles dynastiques internes, était une proie tentante. En 523, les trois fils de Clotilde, Clodomir, Childebert et Clotaire, ont attaqué la Burgondie. Clodomir a été tué dans la bataille de Vézeronce en 524, mais la campagne a finalement réussi. Le royaume burgonde a été conquis et partagé entre les vainqueurs. La mort de Clodomir a laissé trois jeunes orphelins, Théodebald, Gonthaire et Clodoald. Selon la coutume franque, ces enfants auraient dû hériter du royaume de leur père. Mais leurs oncles Childebert et Clotaire avaient d'autres plans. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des épisodes les plus horrifiants de l'histoire mérovingienne, et il illustre parfaitement la brutalité qui caractérisait les relations familiales dans cette dynastie. Childebert et Clotaire ont envoyé un messager à leur mère Clotilde, qui élevait les trois orphelins à Paris. Le messager portait une épée et une paire de ciseaux. Il a demandé à la reine de choisir, soit les enfants seraient tondus et envoyés au monastère, perdant ainsi leurs droits royaux, soit ils seraient tués. Clotilde, selon Grégoire de Tours, a répondu dans sa douleur, « S'ils ne doivent pas monter sur le trône, je préfère les voir morts plutôt que tondus. » Elle voulait probablement gagner du temps, ou espérait que ses fils n'oseraient pas aller jusqu'au bout de leurs menaces. Elle avait tort. Clotaire a saisi Théodebald par le bras et l'a poignardé sous l'aisselle. Gonthaire s'est jeté aux pieds de Childebert, implorant sa pitié. Childebert, ému, a hésité et a demandé à Clotaire de l'épargner. Clotaire a répondu, « Repousse-le de toi, ou c'est toi qui mourras à sa place. C'est toi qui m'as poussé à cette affaire, et tu voudrais maintenant manquer de parole. » Childebert a repoussé l'enfant, et Clotaire l'a tué comme son frère. Seul le plus jeune, Clodoald, a échappé au massacre. Des serviteurs fidèles l'ont caché et l'ont fait fuir. Il a grandi en sécurité et a choisi de se consacrer à la vie religieuse plutôt que de tenter de récupérer son héritage. Il est devenu Saint-Claude, et la ville de Saint-Cloud près de Paris porte aujourd'hui son nom. Ce massacre des innocents, comme on l'a appelé, montre à quel point la lutte pour le pouvoir pouvait devenir impitoyable chez les Mérovingiens. Les liens de sang, loin de protéger, rendaient les individus plus vulnérables. Chaque parent était un rival potentiel, chaque enfant une menace future. Malgré cette violence, ou peut-être à cause d'elle, le royaume franc a continué à s'étendre. Thierry et ses successeurs ont soumis les Thuringiens à l'est. Les Alamans ont été définitivement incorporés. Les Bavarois sont devenus vassaux. Au sud, les campagnes contre les Visigoths ont repris, grignotant leur territoire septentrional. Clotaire Ier, le plus brutal et le plus survivant des fils de Clovis, a fini par réunifier le royaume sous son autorité. Quand Thierry est mort en 534, son fils Théodebert lui a succédé en Austrasie. Théodebert était un roi remarquable, ambitieux et compétent, qui a même osé défier l'Empire byzantin. Mais il est mort prématurément en 548, et son fils Théodebald est mort sans héritier en 555. Childebert Ier, roi de Paris, est mort en 558, également sans fils survivant. Clotaire, dernier survivant de la génération des fils de Clovis, a hérité de tous les royaumes. Pour la première fois depuis la mort de Clovis, un seul roi régnait sur l'ensemble du domaine franc. Mais cette unité n'a duré que 3 ans. Clotaire est mort en 561, et le royaume a été à nouveau partagé entre ses 4 fils, Caribert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. Le cycle de division et de violence allait recommencer, avec une intensité encore plus grande. Cette nouvelle génération de rois mérovingiens allait produire l'un des conflits les plus célèbres de l'histoire médiévale, la guerre entre Bruno et Frédégonde, 2 reines dont la haine réciproque allait ensanglanter le royaume pendant 4 décennies. S'il fallait choisir un épisode pour illustrer la violence et la passion qui caractérisaient la politique mérovingienne, ce serait sans doute la rivalité entre Bruno et Frédégonde. Ces 2 femmes extraordinaires ont dominé l'histoire du royaume franc pendant près de 40 ans, manipulant des rois, ordonnant des assassinats, menant des guerres, et laissant derrière elles un sillage de cadavres qui aurait fait pâlir les héroïnes les plus sanglantes de la tragédie grecque. Commençons par planter le décor. Après la mort de Clotaire Ier en 561, le royaume a été partagé entre ses 4 fils. Caribert a reçu Paris mais est mort sans héritier mâle en 567. Gontran a reçu la Burgondie avec Orléans comme capitale. Sigebert a reçu l'Austrasie avec Metz comme capitale. Et Chilpéric a reçu la Neustrie avec Soissons comme capitale. Les 2 frères qui nous intéressent particulièrement sont Sigebert et Chilpéric, car ce sont leurs épouses respectives qui vont déclencher le conflit. Sigebert, roi d'Austrasie, était ambitieux et cultivé.
Il voulait un mariage prestigieux, pas une simple union avec une noble franque ou une concubine. Il a donc demandé la main de Bruno, princesse wisigothe, fille du roi Athanagilde d'Espagne. Bruno était tout ce qu'un roi du VIe siècle pouvait désirer. Elle était belle, selon les chroniques. Elle était cultivée, parlant le latin avec élégance et ayant reçu une éducation raffinée à la cour wisigothe de Tolède. Elle était riche, apportant une dot considérable. Et surtout, elle était de sang royal, descendante d'une lignée de rois qui remontait à plusieurs générations. Le mariage a été célébré en 566 avec une pompe extraordinaire. Bruno a été converti de l'arianisme au catholicisme, car les Wisigoths étaient encore ariens à cette époque. Elle a été accueillie en Austrasie comme une reine digne de ce nom, et elle s'est rapidement imposée comme la partenaire intellectuelle et politique de son mari. Chilpéric, roi de Neustrie, observait ce mariage prestigieux avec une jalousie dévorante. Il avait lui-même plusieurs concubines, dont la plus en vue était une ancienne servante nommée Frédégonde. Mais une concubine n'était pas une épouse royale. Pour rivaliser avec son frère, Chilpéric avait besoin d'un mariage aussi brillant. Il a donc demandé la main de Galswinthe, la sœur aînée de Bruno. Athanagilde a accepté, et Galswinthe est arrivée en Neustrie en 568, apportant elle aussi une dot fabuleuse et un statut royal impeccable. Mais Galswinthe n'était pas heureuse. Chilpéric n'avait pas renoncé à Frédégonde, qui continuait à vivre à la cour et à partager le lit du roi. Galswinthe, humiliée et malheureuse, a demandé plusieurs fois à retourner dans son pays, offrant même de laisser sa dot en échange de sa liberté. Quelques mois seulement après son arrivée, Galswinthe a été retrouvée morte dans son lit. Officiellement, elle était morte de cause naturelle. Personne n'a été dupe. Tout le monde savait, ou croyait savoir, que Frédégonde avait fait étrangler sa rivale avec la complicité de Chilpéric. Chilpéric a attendu à peine quelques jours avant d'épouser officiellement Frédégonde. L'ancienne servante était maintenant reine de Neustrie. Pour Bruno, le meurtre de sa sœur était une blessure personnelle qui ne pourrait jamais guérir. Elle a juré vengeance, et cette vengeance allait consumer le reste de sa vie. La guerre entre Bruno et Frédégonde peut être divisée en plusieurs phases. La première phase a opposé leurs maris respectifs, Sigebert et Chilpéric. Les deux frères s'affrontaient déjà pour des questions territoriales, mais le meurtre de Galswinthe a ajouté une dimension personnelle et passionnelle au conflit. Sigebert, soutenu par sa femme et par les nobles austrasiens, a lancé une série de campagnes contre la Neustrie. Il a remporté victoire après victoire, chassant Chilpéric de ville en ville. En 575, Sigebert était sur le point de triompher définitivement. Il avait capturé Paris et s'apprêtait à être proclamé roi de toute la Francia. C'est alors que Frédégonde a frappé. Elle a envoyé 2 assassins, armés de scramasax empoisonnés, les longs couteaux caractéristiques des Francs. Ces hommes ont réussi à approcher Sigebert pendant qu'il recevait l'hommage des nobles neustriens à Vitry. Ils l'ont poignardé des 2 côtés simultanément. Le roi d'Austrasie est mort sur le coup. Bruno, qui était à Paris avec son jeune fils Childebert II, s'est retrouvé en position désespérée. Chilpéric a marché sur Paris et l'a capturée. Elle a été exilée à Rouen, dépouillée de son trésor et de son pouvoir. Mais Bruno n'était pas femme à accepter la défaite. En exil à Rouen, elle a séduit Mérové, le propre fils de Chilpéric, issu de son premier mariage. Mérové, peut-être sincèrement amoureux, peut-être simplement manipulé, a épousé Bruno contre la volonté de son père. C'était un défi insupportable pour Chilpéric et pour Frédégonde. Le mariage a été annulé de force. Mérové a été tonsuré, perdant ainsi sa capacité à régner selon la coutume franque. Il s'est enfui, a tenté de résister, mais a finalement été acculé. Selon les sources, il a demandé à un serviteur de le tuer pour échapper à une mort plus humiliante aux mains de son père. D'autres sources suggèrent que Frédégonde a ordonné son assassinat. Pendant ce temps, Childebert II, le jeune fils de Bruno et Sigebert, avait été mis en sécurité en Austrasie par des nobles fidèles. Il a été proclamé roi, et Bruno est finalement parvenu à le rejoindre. Elle allait gouverner l'Austrasie comme régente pendant des années, attendant sa revanche. La guerre s'est poursuivie pendant des décennies, ponctuée de trêves précaires, de batailles, d'assassinats et de trahisons. Chilpéric lui-même a été assassiné en 584, probablement sur ordre de Frédégonde, bien que les circonstances exactes restent obscures. Le roi revenait de la chasse quand un homme l'a poignardé. L'assassin n'a jamais été identifié officiellement. Frédégonde s'est retrouvée veuve avec un fils en bas âge, Clotaire II, né quelques mois seulement avant la mort de son père. Elle a continué à régner comme régente, aussi impitoyable et aussi rusée qu'avant. Elle a fait assassiner plusieurs nobles qu'elle soupçonnait de déloyauté. Elle a tenté à plusieurs reprises de faire tuer Bruno et Childebert II. Bruno, de son côté, dirigeait l'Austrasie avec une main de fer. Elle a mené des guerres contre la Neustrie, contre la Burgondie, contre les nobles austrasiens qui contestaient son autorité.
Elle a survécu à la mort de son fils Childebert II en 596 et a continué à régner comme régente pour ses petits-fils. Les deux reines se haïssaient d'une haine qui transcendait la politique ordinaire. C'était personnel, viscéral, absolu. Chacune représentait tout ce que l'autre détestait. Bruno était la princesse de sang royal, cultivée et hautaine. Frédégonde était l'ancienne servante, brutale et pragmatique. Leur conflit n'était pas seulement une guerre pour le pouvoir, c'était un affrontement de deux visions du monde. Frédégonde est morte en 597, probablement de cause naturelle, après une vie entière passée à comploter, assassiner et lutter pour le pouvoir. Elle avait réussi à maintenir son fils Clotaire II sur le trône de Neustrie, assurant ainsi la perpétuation de sa lignée. Bruno lui a survécu de 16 ans, continuant à gouverner l'Austrasie et la Burgondie. Mais sa fin, quand elle est venue, a été encore plus spectaculaire et plus horrible que celle de sa rivale. En 613, les nobles austrasiens et burgondes, excédés par des décennies de gouvernement autoritaire, se sont révoltés contre Bruno. Ils ont invité Clotaire II, le fils de Frédégonde, à venir prendre possession des royaumes de l'Est. Clotaire a marché avec son armée, et les défenseurs de Bruno l'ont abandonné les uns après les autres. La vieille reine, qui avait maintenant près de 70 ans, a été capturée et livrée à Clotaire. Ce qui lui est arrivé ensuite dépasse l'imagination. Clotaire l'a accusé d'avoir causé la mort de 10 rois francs, incluant son propre père Chilpéric. Il l'a fait torturer pendant 3 jours. Puis il l'a fait attacher par les cheveux, par un bras et par une jambe à un cheval sauvage. Le cheval a été lancé au galop, traînant la vieille reine sur le sol jusqu'à ce que son corps soit disloqué et qu'elle meure. C'était une fin atroce pour une femme qui avait été l'une des figures les plus puissantes de son époque. Mais c'était aussi, d'une certaine manière, une fin appropriée pour une époque où la politique se faisait à coups de poignard et où la vengeance était la seule loi qui comptait vraiment. La mort de Bruno a marqué la fin d'une ère. Clotaire II a réunifié le royaume franc sous son autorité, comme son arrière-grand-père Clotaire Ier l'avait fait avant lui. Mais le prix de cette unification avait été effroyable, des décennies de guerre civile, des milliers de morts, et un affaiblissement durable des structures de l'État. Si vous avez appris l'histoire mérovingienne à l'école, vous avez probablement entendu parler des rois fainéants. Cette expression désigne les derniers rois de la dynastie, ceux qui ont régné entre la mort de Dagobert Ier en 639 et la déposition de Childéric III en 751. Selon l'image traditionnelle, ces rois n'étaient que des pantins aux mains des mères du palais, des souverains impuissants qui se laissaient promener en char à bœuf pendant que d'autres gouvernaient en leur nom. Cette image est-elle exacte? La réponse, comme souvent en histoire, est « c'est compliqué ». Commençons par comprendre d'où vient cette image. Les principales sources qui décrivent les derniers mérovingiens comme des rois fainéants sont des textes écrits sous les Carolingiens, la dynastie qui a renversé les mérovingiens et pris leur place. Ces textes avaient un objectif politique évident, justifier l'usurpation. Le récit carolingien était simple et efficace. Les derniers mérovingiens étaient dégénérés, incapables de gouverner. Ils passaient leur temps dans les plaisirs, laissant le pouvoir réel aux maires du palais, les ancêtres des Carolingiens. Ces maires gouvernaient avec compétence et énergie, remportant des victoires militaires et maintenant l'ordre dans le royaume. Finalement, le pape lui-même avait reconnu que ceux qui avaient le pouvoir réel méritaient aussi le titre royal. L'usurpation n'en était pas une, c'était simplement la reconnaissance d'une réalité de fait. Cette propagande a été remarquablement efficace. Pendant des siècles, les historiens ont répété cette version des faits sans la questionner. L'expression roi fainéant est devenue un lieu commun, utilisé pour désigner tout souverain impuissant ou indolent. Mais les historiens modernes ont commencé à réviser cette image. En examinant les sources de plus près, en analysant les actes officiels et les monnaies, ils ont découvert une réalité plus nuancée. D'abord, il faut noter que le déclin du pouvoir royal mérovingien n'a pas été un effondrement soudain, mais un processus graduel étalé sur plus d'un siècle. Dagobert Ier, qui a régné de 629 à 639, était encore un roi puissant et actif. Son fils Clovis II et ses petits-fils ont maintenu une autorité substantielle, même si elle était de plus en plus contestée. Le véritable affaiblissement a commencé à la fin du 7e siècle, quand une série de rois sont montés sur le trône enfant et sont morts jeunes. Thierry III, Clovis IV, Childebert III, Dagobert III, tous ont régné comme mineurs sous la tutelle de maires du palais ambitieux. Quand un roi adulte essayait de reprendre le contrôle, comme Chilpéric II au début du 8e siècle, il se heurtait à des maires trop puissants pour être évincés. La fonction de maire du palais mérite une explication. À l'origine, le maire du palais était simplement le chef de la domesticité royale, responsable de la gestion du palais et des domaines du roi. Mais au fil du temps, cette fonction a acquis des responsabilités de plus en plus importantes. La justice, les finances, le commandement militaire. Le tournant décisif a été la bataille de Tertry en 687, où Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie,
a vaincu les forces de Neustrie et est devenu le maître effectif de l'ensemble du royaume franc. À partir de ce moment, les maires du palais de la famille des Pipinides, puis des Carolingiens, ont exercé le pouvoir réel, ne laissant au roi mérovingien qu'une fonction cérémonielle. Mais même ces rois cérémoniels n'étaient pas nécessairement des fainéants au sens propre du terme. Le mot suggère une paresse morale, une indolence volontaire. En réalité, ces rois étaient simplement impuissants, pas paresseux. Ils étaient souvent montés sur le trône enfant, sans base de pouvoir indépendante, face à des maires qui contrôlaient l'armée, le trésor et l'administration. L'image du roi se promenant en char à bœuf vient d'un passage célèbre d'Hénard, le biographe de Charlemagne. Hénard décrit les derniers mérovingiens comme n'ayant rien d'autre que le nom de roi, se déplaçant en char à bœuf à la manière des paysans plutôt qu'à cheval comme des guerriers. C'est une image puissante, mais c'est aussi de la propagande pure. Hénard écrivait pour glorifier les Carolingiens, pas pour donner une description objective des mérovingiens. En fait, des recherches récentes ont montré que certains rois fainéants étaient plus actifs qu'on ne le pensait. Childebert III, qui a régné de 694 à 711, a rendu de nombreux jugements au tribunal royal, montrant qu'il exerçait encore une fonction judiciaire significative. Ces chartes montrent un roi qui prenait des décisions, accordait des privilèges, arbitrait des conflits. La vérité est probablement que le pouvoir royal mérovingien a décliné non pas à cause de la fainéantise des rois, mais à cause de facteurs structurels. La tradition franque du partage successoral a fragmenté le royaume à répétition. Les guerres civiles entre les différentes branches de la famille ont épuisé les ressources et affaibli l'autorité royale. Les donations massives aux monastères et aux nobles ont réduit le domaine royal, la base économique du pouvoir des rois. De plus, l'aristocratie franque était devenue de plus en plus puissante au fil des générations. Les grandes familles accumulaient des terres, des fidèles, des forteresses. Elles étaient de moins en moins disposées à obéir à un roi qu'elles ne respectaient pas. Les maires du palais n'ont pas usurpé le pouvoir contre la volonté de cette aristocratie, ils l'ont exercé avec son soutien, comme les représentants de ses intérêts. Le cas de Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, illustre parfaitement cette dynamique. Charles n'était même pas officiellement maire du palais quand il a commencé à exercer le pouvoir réel. Il était un bâtard de Pépin de Herstal, écarté de la succession légitime. Mais il a su rallier les nobles austrasiens, remporter des victoires militaires décisives, et s'imposer comme le maître du royaume. Sa victoire la plus célèbre, la bataille de Poitiers en 732 contre les armées musulmanes venues d'Espagne, a définitivement établi sa réputation de sauveur de la chrétienté. Le roi mérovingien de l'époque, Thierry IV, existait à peine dans les sources. C'est Charles qui commandait l'armée, Charles qui a arrêté l'avancée musulmane, Charles qui a reçu la gloire et la reconnaissance. Après la mort de Thierry IV en 737, Charles n'a même pas pris la peine de désigner un nouveau roi. Pendant 7 ans, de 737 à 743, le trône mérovingien est resté officiellement vacant. Charles gouvernait sans la fiction d'un roi fantoche. Ce n'est qu'après sa mort que ses fils Carloman et Pépin ont placé Childéric III sur le trône, probablement pour légitimer leur propre position contestée. L'histoire des rois fainéants est donc moins une histoire de décadence personnelle qu'une histoire de transformation politique. La monarchie mérovingienne, fondée sur le charisme personnel et le droit sacré du sang, s'est progressivement vidée de sa substance face à une aristocratie de plus en plus puissante et organisée. Les maires du palais n'ont pas volé le pouvoir au roi, ils ont rempli un vide que les rois ne pouvaient plus combler. Quand Pépin le Bref, fils de Charles Martel, a finalement demandé au pape si celui qui avait le pouvoir ne devrait pas aussi avoir le titre, le pape a répondu par l'affirmative. En 751, Childéric III, le dernier roi mérovingien, a été tonsuré et enfermé dans un monastère. Pépin a été sacré roi des Francs, inaugurant la dynastie carolingienne. La tonsure de Childéric était un acte lourd de symbolisme. Les cheveux longs étaient le signe sacré de la royauté mérovingienne, le lien visible avec Mérové et la bête marine. En coupant les cheveux de Childéric, Pépin coupait le lien avec le passé, avec la magie ancienne qui avait légitimé les Mérovingiens pendant 3 siècles. Une ère était terminée. Une autre commençait. Nous avons passé beaucoup de temps avec les rois, les reines et les assassins de la cour mérovingienne. Mais que savons-nous de la vie des gens ordinaires qui vivaient sous leur règne? Comment les paysans cultivaient-ils leurs champs? Comment les artisans exerçaient-ils leur métier? Comment les marchands faisaient-ils du commerce? La réponse à ces questions nous révèle une société fascinante, coincée entre deux mondes, ni tout à fait romaine, ni tout à fait germanique, mais quelque chose de nouveau et d'unique. Commençons par le paysage lui-même. La Gaule mérovingienne était un pays de forêts. Les grandes déforestations de l'époque romaine avaient laissé place à une reconquête progressive de la nature sauvage. Les routes romaines existaient encore, mais elles étaient souvent mal entretenues, envahies par la végétation, dangereuses à cause des brigands. Les voyages étaient lents, périlleux, et la plupart des gens passaient leur vie entière sans jamais s'éloigner de plus de quelques kilomètres de leur village natal.
Les villes romaines continuaient d'exister, mais elles s'étaient considérablement rétrécies. Paris, Reims, Tours, Lyon, toutes ces cités avaient perdu une grande partie de leur population depuis l'époque impériale. Les grands monuments romains, les thermes, les amphithéâtres, les forums, tombaient en ruine ou étaient réutilisés comme carrières de pierre pour de nouvelles constructions. Les enceintes fortifiées, souvent construites à la hâte au IIIe siècle face aux invasions, définissaient maintenant les limites des villes, beaucoup plus petites que leurs ancêtres romaines. À l'intérieur de ces murailles, la vie urbaine continuait cependant. Les évêques résidaient dans leurs cathédrales, centres de pouvoir spirituel et souvent temporels. Les marchands tenaient leurs boutiques, les artisans leurs ateliers. Les monastères urbains abritaient des communautés de moines et de moniales. Les palais royaux, quand le roi était présent, attiraient une foule de courtisans, de solliciteurs et de serviteurs. Mais la grande majorité de la population vivait à la campagne. L'économie mérovingienne était fondamentalement agraire. Les grandes exploitations, les villes romaines, avaient été transformées mais pas disparues. Les propriétaires avaient changé, passant des familles sénatoriales gallo-romaines aux nobles francs ou aux monastères. Mais la structure de base, un domaine central entouré de terres cultivées par des dépendants, restait similaire. Les paysans de l'époque mérovingienne formaient une catégorie complexe. Certains étaient libres, propriétaires de leurs propres terres, soumis seulement à l'autorité du roi et de ses représentants. D'autres étaient des colons, liés à une terre qu'ils cultivaient mais ne possédaient pas, dans une condition qui préfigurait le servage médiéval. D'autres encore étaient des esclaves, propriété complète de leur maître, pouvant être vendus, achetés ou punis à volonté. L'esclavage mérovingien mérite qu'on s'y arrête, car il contredit l'image parfois idéalisée du Moyen-Âge chrétien. L'Église n'a pas aboli l'esclavage, elle l'a simplement adouci. Les esclaves chrétiens ne pouvaient plus être séparés de leur famille aussi facilement. Ils avaient droit au repos le dimanche et les jours de fête. Leur affranchissement était encouragé comme un acte de piété. Mais l'institution elle-même a perduré pendant toute la période mérovingienne et au-delà. Les sources de l'esclavage étaient multiples. Les prisonniers de guerre pouvaient être réduits en esclavage. Les criminels condamnés perdaient parfois leur liberté. Les parents désespérés vendaient parfois leurs enfants en période de famine. Et le commerce des esclaves, alimenté par les raids dans les régions païennes de l'Est, restait actif tout au long de la période. La vie agricole suivait le rythme des saisons, comme partout dans le monde pré-industriel. Le printemps était le temps des labours et des semailles. L'été voyait la fenaison et la moisson. L'automne apportait les vendanges et la cueillette des fruits. L'hiver était une période de relative inactivité, consacrée à la réparation des outils, au filage et au tissage, et à la survie dans le froid. L'alimentation paysanne était simple et monotone. Le pain, quand il y en avait, était fait de seigle ou d'orge plutôt que de froment, réservé aux tables riches. Les bouillies de céréales, les légumes du potager, les fruits sauvages cueillis dans les forêts complétaient l'ordinaire. La viande était rare pour les pauvres, réservée aux jours de fête. Le poisson des rivières et des étangs était plus accessible. La bière, fabriquée localement, était la boisson courante, le vin étant un luxe importé des régions méridionales. Les nobles vivaient évidemment mieux. Leurs tables étaient chargées de gibier, de viande rôtie, de pâtisseries élaborées. Ils buvaient du vin, parfois importé d'aussi loin que la Palestine ou l'Égypte. Leurs vêtements étaient faits de soie et de brocart venus de Byzance, ornés de bijoux d'or et de pierres précieuses. Leurs maisons étaient meublées de coffres sculptés, de tentures brodées, de vaisselle d'argent. L'artisanat mérovingien atteignait parfois des sommets remarquables. Les orfèvres francs produisaient des bijoux d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes. La technique du cloisonné, qui consiste à sertir des pierres précieuses ou des verres colorés dans des cellules d'or, était portée à un niveau de perfection rarement égalé. Les fibules, ces broches qui fermaient les vêtements, les boucles de ceinture, les garnitures d'épée, tout était prétexte à une ornementation somptueuse. Le trésor de Childéric, que nous avons évoqué plus tôt, donne une idée de ce dont étaient capables les artisans de l'époque. Mais d'autres découvertes archéologiques ont révélé des merveilles similaires dans des tombes de nobles ou même de simples guerriers. L'art mérovingien n'était pas primitif ou dégénéré, comme l'ont longtemps prétendu les historiens de l'art influencés par les canons classiques. C'était un art différent, avec ses propres critères d'excellence, qui mélangeait les héritages romains, germaniques et orientales dans une synthèse originale. Le commerce, bien que moins développé qu'à l'époque romaine, n'avait pas disparu. Les marchands syriens et juifs maintenaient des réseaux commerciaux qui reliaient la Gaule à la Méditerranée orientale. Les épices, les soieries, le papyrus, le vin de Gaza arrivaient encore dans les ports de Marseille et de Narbonne, d'où ils étaient redistribués vers l'intérieur du pays. En échange, les Francs exportaient des esclaves, des armes, des fourrures, des métaux. Le commerce du sel, indispensable pour la conservation des aliments, restait crucial. Les foires commerciales, comme celle de Saint-Denis près de Paris, attiraient des marchands de toute l'Europe et même au-delà.
La monnaie continuait à circuler, bien que le système monétaire soit devenu plus chaotique qu'à l'époque romaine. Les rois mérovingiens frappaient des pièces d'or, les fameux sous solidus, mais leur poids et leur pureté variaient. Des monétaires locaux, parfois des monastères ou des nobles, produisaient également des monnaies, créant une confusion que les Carolingiens tenteraient plus tard de réduire. La justice mérovingienne mélangeait les traditions romaines et germaniques. Pour les Gallo-romains, le droit romain continuait à s'appliquer, avec ses procédures écrites et ses juges professionnels. Pour les Francs et les autres peuples germaniques, le droit coutumier réglait les conflits, avec ses compositions pécuniaires, son système de Vergeld qui fixait le prix de chaque vie humaine selon le statut de la victime. Le Vergeld, ou prix du sang, est un concept fondamental pour comprendre la société mérovingienne. Quand un homme en tuait un autre, il ne risquait pas nécessairement la peine de mort. Il devait payer une compensation à la famille de la victime, dont le montant dépendait du statut du mort. Un noble franc valait plus qu'un paysan libre, qui valait plus qu'un affranchi, qui valait plus qu'un esclave. Ce système peut nous paraître choquant, mais il avait une logique. En mettant un prix sur la violence, il cherchait à briser le cycle des vendettas familiales qui pouvaient ensanglanter des communautés pendant des générations. La famille mérovingienne était une structure étendue, bien au-delà de notre conception moderne du noyau familial. Les liens de parenté s'étendaient sur plusieurs générations et incluaient des cousins éloignés. La solidarité familiale était une obligation sacrée. On vengeait ses parents, on les aidait financièrement, on témoignait en leur faveur devant les tribunaux. Le mariage était une affaire de famille autant que d'individus. Les parents négociaient les unions, qui servaient à cimenter des alliances et à transférer des propriétés. L'amour romantique n'était pas absent, mais il n'était pas non plus la base principale du mariage. La polygamie persistait chez les élites franques, malgré la désapprobation de l'Église. Les rois avaient souvent plusieurs épouses simultanément, ou des concubines dont les enfants pouvaient prétendre à l'héritage. Les femmes mérovingiennes, malgré leur subordination légale, pouvaient exercer un pouvoir considérable. Nous avons vu les exemples extrêmes de Bruno et Frédégonde, mais d'autres reines et nobles dames ont joué des rôles importants dans la politique, l'économie et la culture de leur temps. Les femmes pouvaient posséder des terres, gérer des domaines, fonder des monastères. Les abbesses de grands couvents étaient des personnages de premier plan, recevant des rois et influençant les affaires de l'Église. La vie religieuse imprégnait tous les aspects de l'existence. Les cloches des églises rythmaient la journée. Les fêtes du calendrier chrétien ponctuaient l'année. Les serments étaient prêtés sur des reliques. Les malades invoquaient les saints pour leur guérison. Les morts étaient enterrés dans des cimetières consacrés, avec l'espoir de la résurrection. Mais le christianisme mérovingien était encore mêlé de pratiques païennes que l'Église s'efforçait d'éliminer. Les paysans continuaient à vénérer les sources, les arbres, les pierres sacrées. Les devins et les sorcières étaient consultés malgré les interdictions. Les amulettes et les talismans étaient portés à côté des croix et des reliques. La christianisation était un processus lent, inachevé à la fin de la période mérovingienne, qui se poursuivrait pendant des siècles. L'un des héritages les plus durables de la période mérovingienne est religieux. C'est sous les rois aux cheveux longs que le christianisme s'est véritablement enraciné dans les campagnes de la Gaule, que les grands monastères ont été fondés, et qu'une multitude de saints locaux ont émergé pour devenir les protecteurs de leur communauté. Le baptême de Clovis, nous l'avons vu, a été le moment fondateur de cette christianisation. Mais la conversion d'un roi n'est pas la même chose que la conversion d'un peuple. La foi chrétienne devait être enseignée, les pratiques païennes combattues, les institutions ecclésiastiques construites. Ce travail a pris des générations et a mobilisé des armées de missionnaires, de moines et de moniales. L'épiscopat était la structure centrale de l'Église mérovingienne. Chaque cité avait son évêque, successeur des apôtres, gardien de la foi orthodoxe, administrateur des biens de l'Église. Les évêques mérovingiens étaient des personnages de premier plan, souvent issus de grandes familles aristocratiques, possédant des richesses considérables et exerçant une influence politique majeure. Certains évêques ont laissé une empreinte durable sur l'histoire. Grégoire de Tours, évêque de Tours de 573 à 594, est notre principale source sur l'histoire mérovingienne grâce à son Histoire des Francs, une chronique vivante et colorée des événements de son temps. Césaire d'Arles, évêque d'Arles au début du VIe siècle, a été un réformateur influent qui a cherché à améliorer la formation du clergé et la discipline monastique. Mais c'est peut-être dans le monachisme que l'élan spirituel de l'époque mérovingienne s'est exprimé avec le plus de force. Les monastères ont proliféré à travers tout le royaume franc, devenant des centres de prière, de culture, d'économie et de pouvoir. Le modèle monastique dominant au début de la période était celui de saint Martin de Tours, le grand évangélisateur de la Gaule rurale qui était mort en 397. Les monastères martiniens étaient des communautés de moines vivant ensemble, partageant leurs biens, consacrant leur vie à la prière et à la pénitence. Le culte de Saint Martin était immensément populaire, et sa tombe à Tours était l'un des principaux lieux de pèlerinage de l'Occident.
Au VIe siècle, un nouveau modèle est arrivé d'Irlande. Saint Colomban, un moine irlandais d'une énergie et d'une détermination extraordinaires, a débarqué en Gaule vers 590 avec quelques compagnons. Il a fondé une série de monastères, dont les plus célèbres sont Luxeuil dans les Vosges et Bobbio en Italie du Nord, imposant une règle monastique d'une rigueur extrême. La règle de Colomban exigeait des moines une discipline de fer. Les offices liturgiques étaient longs et nombreux, se succédant tout au long du jour et de la nuit. Le jeûne était sévère, les punitions corporelles fréquentes pour les moindres infractions. Les moines devaient renoncer totalement à leur volonté propre, se soumettant entièrement à leur abbé. Cette rigueur attirait paradoxalement de nombreuses vocations. Dans un monde violent et chaotique, le monastère offrait un ordre, une structure, un sens. Les nobles francs envoyaient leurs fils dans les monastères colombaniens, soit par piété sincère, soit pour les écarter de la succession, soit pour les éduquer avant de les reprendre dans le monde. Les monastères colombaniens sont devenus des centres économiques importants. Les moines défrichaient les forêts, drainaient les marais, cultivaient les terres avec une efficacité que les exploitations laïques ne pouvaient pas égaler. Leurs domaines s'étendaient, leurs richesses s'accumulaient, leur influence grandissait. Ils étaient aussi des centres culturels. Dans les scriptoria monastiques, les moines copiaient les manuscrits anciens, préservant la littérature latine classique et chrétienne pour les générations futures. Sans ce travail patient et obscur, une grande partie de notre héritage littéraire aurait été perdue. Au VIIe siècle, la règle de saint Benoît de Nursie a commencé à supplanter celle de Colomban. La règle bénédictine, rédigée en Italie au VIe siècle, était plus modérée, plus humaine, mieux adaptée aux conditions de vie ordinaires. Elle prévoyait un équilibre entre prière, travail manuel et lecture, le fameux ora et labora qui allait définir le monachisme occidental pendant des siècles. La fusion des traditions colombaniennes et bénédictines a produit ce qu'on appelle parfois le monachisme mixte ou franc, caractéristique de la période mérovingienne tardive et carolingienne. Les grands monastères de cette époque, comme Saint-Denis près de Paris, Corbie en Picardie, ou Saint-Mandrille en Normandie, suivaient des règles qui combinaient des éléments des deux traditions. Les monastères féminins méritent une mention particulière. Les femmes de l'aristocratie franque, veuves, filles non mariées, épouses répudiées, trouvaient dans la vie monastique une voie de réalisation personnelle et de pouvoir que le monde séculier leur refusait souvent. Les abbesses des grands couvents étaient des figures d'autorité respectées, gérant d'immenses domaines et exerçant une influence spirituelle et politique considérable. Sainte Radegonde, ancienne reine des Francs devenue fondatrice du monastère Sainte-Croix de Poitiers, est l'exemple le plus célèbre. Épouse malheureuse de Clotaire Ier, elle avait fui la cour après le meurtre de son frère par son mari et s'était consacrée à la vie religieuse. Son monastère est devenu un centre de culture et de spiritualité, attirant des nobles dames de toute la Gaule. La christianisation des campagnes a été un processus lent et difficile. Les missionnaires se heurtaient à des populations attachées à leurs anciennes croyances, à leurs rites de fertilité, à leur Dieu protecteur des sources et des forêts. La stratégie de l'Église a été double, la condamnation et l'adaptation. D'un côté, les conciles et les pénitentiels condamnaient sévèrement les pratiques païennes. Consulter des devins, participer à des banquets rituels, vénérer des arbres ou des pierres, tout cela était péché, passible de pénitence sévère. Les missionnaires abattaient les arbres sacrés, détruisaient les idoles, exorcisaient les lieux de culte païens. De l'autre côté, l'Église christianisait les éléments qu'elle ne pouvait pas éliminer. Les fêtes païennes étaient remplacées par des fêtes chrétiennes au même moment du calendrier. Les sources sacrées étaient dédiées à des saints qui prenaient la place des anciennes divinités. Les temples étaient transformés en églises. Le culte des reliques offrait une continuité avec la vénération des objets sacrés qui existaient dans le paganisme. Les saints locaux jouaient un rôle crucial dans ce processus. Chaque région, chaque ville, chaque village avait ses propres saints protecteurs, thaumaturges dont les tombes accomplissaient des miracles, intercesseurs célestes auxquels on pouvait s'adresser dans les difficultés de la vie quotidienne. Ces saints étaient souvent des figures historiques réelles, évêques, moines, moniales, martyrs des persécutions anciennes. Mais leur vie était embellie, amplifiée, transformée en légendes édifiantes où les miracles se multipliaient. Les hagiographies, ces biographies de saints, constituaient un genre littéraire florissant, nourri par une demande populaire insatiable. Le culte des reliques était au cœur de cette dévotion. Les ossements des saints, leurs vêtements, les objets qu'ils avaient touchés, tout était vénéré comme porteur d'une puissance sacrée. Les églises rivalisaient pour posséder les reliques les plus prestigieuses. Le vol de reliques, le furta sacra, était une pratique courante, justifiée par l'idée que le saint lui-même avait voulu changer de résidence. Les miracles attribués aux saints étaient variés: guérison de maladies, libération de possédés, protection contre les incendies et les inondations, châtiment des impies qui avaient manqué de respect aux lieux saints. Ces récits de miracles remplissaient une fonction sociale importante. Ils renforçaient la foi des croyants, légitimaient le pouvoir de l'Église,
et offrait un espoir dans un monde où la médecine était primitive et où les catastrophes naturelles étaient fréquentes. L'héritage spirituel de la période mérovingienne est donc considérable. C'est à cette époque que le christianisme est passé d'une religion urbaine et élitaire à une religion véritablement populaire, ancrée dans les campagnes et dans les mentalités. C'est à cette époque que le réseau des paroisses rurales a commencé à se constituer, que les monastères ont pris leur place centrale dans la société, que le culte des saints et des reliques est devenu un élément fondamental de la piété occidentale. Les Carolingiens et leurs successeurs allaient hériter de cette infrastructure religieuse et la développer. Mais les fondations avaient été posées sous les Mérovingiens. Nous avons évoqué les rois fainéants et la montée en puissance des maires du palais. Mais comment exactement s'est opéré ce transfert de pouvoir? Comment une famille de serviteurs est-elle devenue une dynastie de rois? L'histoire de la chute des Mérovingiens est aussi celle de l'ascension des Pipinides, puis des Carolingiens, et elle révèle les mécanismes profonds du pouvoir dans le monde franc. Tout a commencé, comme souvent dans l'histoire mérovingienne, par une guerre entre factions rivales. À la mort de Dagobert Ier en 639, le royaume a été divisé entre ses deux jeunes fils. Mais le vrai pouvoir était exercé par les maires du palais de chaque royaume, des hommes issus de grandes familles aristocratiques qui contrôlaient l'administration et l'armée. En Austrasie, la famille des Pipinides s'est progressivement imposée. Pépin de Landenne, puis son fils Grimoald, puis ses descendants, ont accumulé les terres, les fidèles, l'influence. Ils ont épousé des filles de familles rivales, absorbant leur réseau. Ils ont placé leurs partisans aux postes clés. Ils ont cultivé le soutien de l'Église, fondant des monastères et protégeant les évêques. Grimoald a même tenté un coup d'État en 656. Il a fait tonsurer le jeune roi Dagobert II et l'a expédié en Irlande, plaçant son propre fils sur le trône d'Austrasie. Mais cette usurpation ouverte a provoqué une réaction violente. Les nobles neustriens ont capturé Grimoald et l'ont exécuté. Le fils de Grimoald a disparu, probablement assassiné. La tentative avait échoué. Cette défaite a appris aux Pipinides une leçon importante. Le prestige des Mérovingiens était encore trop fort pour être directement attaqué. Les nobles francs n'étaient pas prêts à accepter un roi qui ne soit pas du sang de Mérové. Toute tentative d'usurpation ouverte serait vouée à l'échec. La stratégie a donc changé. Les Pipinides ont continué à accumuler du pouvoir, mais ils ont maintenu la fiction d'une royauté mérovingienne. Ils gouvernaient au nom des rois, pas à leur place. Cette position leur permettait d'exercer l'autorité réelle tout en évitant la légitimité contestée d'un usurpateur. Le tournant décisif a été la bataille de Tertry en 687. Pépin de Herstal, descendant de Pépin de Landenne et arrière-grand-père de Charlemagne, a vaincu les forces neustriennes et est devenu le maître de facto de l'ensemble du royaume franc. Il ne s'est pas fait roi, mais duc et prince des Francs, exerçant le pouvoir réel pendant que des rois mérovingiens fantômes occupaient le trône. À la mort de Pépin de Herstal en 714, ses héritiers légitimes étaient des enfants, et sa veuve Plectrude a tenté de gouverner en leur nom. Mais un bâtard de Pépin, Charles, s'est échappé de la captivité où Plectrude le retenait et a rallié les nobles austrasiens mécontents. Charles, qu'on appellera plus tard Martel, le marteau, était un guerrier d'une efficacité redoutable. En quelques années, il a écrasé ses rivaux et s'est imposé comme le seul maître du royaume. Sa victoire sur les musulmans à Poitiers en 732 lui a donné une aura de sauveur de la chrétienté que même les rois mérovingiens ne pouvaient pas égaler. Charles Martel a régné pendant près de 30 ans, de 714 à 741. Pendant toute cette période, il n'était pas roi. Il portait le titre de maire du palais puis de duc et prince des Francs. Les rois mérovingiens existaient encore, mais ils étaient totalement marginalisés. Charles les sortait pour les occasions cérémonielles, puis les renvoyait dans leurs domaines ruraux. Après la mort de Thierry IV en 737, Charles n'a même pas nommé de nouveau roi. Pendant 7 ans, le trône est resté officiellement vacant. C'était une situation sans précédent, qui montrait à quel point la royauté mérovingienne avait perdu toute substance. Charles Martel est mort en 741, laissant le pouvoir à ses deux fils, Carloman et Pépin. Ils ont d'abord gouverné ensemble, puis Carloman s'est retiré au monastère du Mont-Cassin, laissant Pépin seul maître. Pépin, qu'on appellera plus tard le Bref à cause de sa petite taille, était un homme d'une ambition sans limite. Il voulait ce que son père et son grand-père n'avaient pas osé prendre, le titre royal lui-même. Pour y parvenir, il avait besoin d'une légitimation extérieure. La sainteté du sang mérovingien était peut-être affaiblie, mais elle n'était pas totalement éteinte. Les nobles francs pouvaient encore hésiter à accepter un roi sans ce sang sacré. Il fallait une autorité supérieure pour trancher la question. Cette autorité, c'était le pape. En 749, Pépin a envoyé une ambassade à Rome avec une question apparemment innocente, est-il bon qu'il y ait des rois qui n'ont pas le pouvoir royal? Le pape Zacharie a répondu qu'il valait mieux appeler roi celui qui avait le pouvoir plutôt que celui qui ne l'avait pas. Cette réponse était l'autorisation dont Pépin avait besoin. En 751,
une assemblée de nobles francs a déposé Childéric III, le dernier roi mérovingien, et a élu Pépin à sa place. Childéric a été tonsuré, perdant avec ses cheveux longs le signe sacré de sa royauté. Il a été enfermé dans un monastère où il est mort quelques années plus tard, oublié de tous. Pépin a été sacré roi, d'abord par les évêques francs, puis par le pape Étienne II lui-même venu en Gaule en 754. Ce sacre papal était une innovation majeure. Pour la première fois, un roi franc recevait son pouvoir directement de Dieu par l'intermédiaire du vicaire de Pierre. La légitimité ne venait plus du sang, mais de l'onction sacrée. C'était une révolution dans la conception du pouvoir royal. Les Mérovingiens avaient été rois par naissance, par le mystère du sang qui coulait dans leurs veines depuis Mérové et la bête marine. Les Carolingiens seraient rois par la grâce de Dieu, par l'élection divine manifestée à travers le sacre papal. Cette nouvelle légitimité avait des implications profondes. Elle rendait le roi dépendant de l'Église pour sa consécration. Elle créait un lien particulier entre la royauté franque et la papauté, qui allait s'épanouir avec le couronnement impérial de Charlemagne en 800. Elle établissait un modèle de royauté sacrée qui allait influencer toute la monarchie européenne médiévale. Mais elle signifiait aussi la fin des Mérovingiens. La dynastie qui avait régné pendant 3 siècles, qui avait unifié la Gaule et créé le royaume des Francs, qui avait converti son peuple au christianisme et posé les fondations de la France, disparaissait dans les brumes de l'histoire. Childéric III, le dernier roi, est mort vers 755 dans son monastère. Son fils Thierry, également tonsuré, a vécu quelques années de plus avant de disparaître sans laisser de traces. La lignée de Mérové s'éteignait, vaincue non par les épées de ses ennemis, mais par la patience implacable de ses serviteurs. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage à travers 3 siècles d'histoire mérovingienne. Nous avons traversé des batailles et des baptêmes, des massacres et des miracles, des cours royales et des monastères. Nous avons rencontré des rois guerriers et des reines vengeresses, des saints thaumaturges et des assassins sans scrupules. Mais que devons-nous retenir de tout cela? Pourquoi les Mérovingiens méritent-ils une place dans notre mémoire collective? La première raison est simplement historique. Les Mérovingiens ont fondé la France. Bien sûr, le royaume qu'ils ont créé n'était pas la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les mêmes frontières, pas la même langue unifiée, pas la même conscience nationale. Mais c'est sous les Mérovingiens que la Gaule romaine est devenue le royaume des Francs, que Paris est devenu une capitale royale, que les structures politiques fondamentales de la monarchie française ont été établies. Le sacre des rois de France à Reims, qui s'est perpétué jusqu'au XIXe siècle, était une commémoration directe du baptême de Clovis. La Sainte Ampoule, cette fiole d'huile miraculeuse que la tradition disait avoir été apportée du ciel par une colombe pour le baptême de Clovis, était au cœur de la cérémonie du sacre. Chaque roi de France, de Pépin le Bref à Charles X, était ainsi mystiquement relié au premier roi chrétien des Francs. L'alliance entre la monarchie française et l'Église catholique, qui a défini la politique française pendant plus d'un millénaire, trouve son origine dans le choix de Clovis de se convertir au catholicisme plutôt qu'à l'arianisme. La tradition qui fait de la France la fille aînée de l'Église remonte à ce moment fondateur. Quand les papes avaient besoin d'un bras séculier pour défendre la chrétienté, c'est vers les rois de France qu'ils se tournaient naturellement. La deuxième raison de s'intéresser aux Mérovingiens est qu'ils nous offrent une fenêtre sur un monde radicalement différent du nôtre. La société mérovingienne était un mélange fascinant de traditions romaines et germaniques, de christianisme et de paganisme, de sophistication et de brutalité. Elle nous rappelle que les civilisations sont des constructions fragiles, toujours en transformation, toujours menacées par le chaos. Les Mérovingiens ont vécu à une époque de transition, entre la fin du monde antique et le début du Moyen Âge. Ils ont dû inventer de nouvelles formes de pouvoir, de nouvelles structures sociales, de nouvelles manières de vivre ensemble. Leurs solutions n'étaient pas toujours élégantes, et leur monde était souvent violent et cruel. Mais ils ont réussi à maintenir une forme de civilisation dans des circonstances extraordinairement difficiles. La troisième raison est culturelle. L'art mérovingien, longtemps méprisé comme barbare et dégénéré, est aujourd'hui reconnu pour sa beauté et son originalité. Les bijoux cloisonnés, les manuscrits enluminés, les fresques des églises, témoignent d'une créativité vibrante qui mélangeait les influences romaines, germaniques et orientales dans une synthèse unique. Les monastères mérovingiens ont préservé l'héritage littéraire de l'Antiquité, copiant les manuscrits qui allaient devenir les sources de la Renaissance carolingienne, plus tard, de la Renaissance italienne. Sans le travail patient des moines de Luxeuil, de Corbie, de Saint-Denis, une grande partie de la littérature latine aurait été perdue à jamais. La quatrième raison est spirituelle. C'est sous les Mérovingiens que le christianisme s'est véritablement enraciné dans les campagnes de la Gaule, que le réseau des paroisses s'est constitué, que le culte des saints locaux est devenu un élément central de la piété populaire. L'Église mérovingienne, avec ses évêques puissants, ses monastères florissants, ses saints thaumaturges, a façonné la religiosité occidentale pour des siècles. Bien sûr,
Ce christianisme mérovingien était différent du christianisme moderne. Il était mêlé de superstitions, de pratiques magiques, de croyances qui nous semblent aujourd'hui étranges ou problématiques. Mais il était vivant, vibrant, profondément ancré dans la vie quotidienne des gens ordinaires. Il offrait un sens, une structure, une communauté dans un monde souvent chaotique et effrayant. La cinquième raison est tout simplement narrative. L'histoire des Mérovingiens est une saga extraordinaire, pleine de personnages hauts en couleur, de rebondissements dramatiques, de trahison et de rédemption. Clovis le Conquérant, Bruno la Vengeresse, Dagobert le Législateur, Childéric le Dernier Roi, chacun mériterait son propre roman, son propre film, sa propre série télévisée. Ces histoires ont été largement oubliées par la culture populaire moderne, éclipsées par les récits carolingiens de Charlemagne et de Roland, puis par les drames des Capétiens et des Valois. Mais elles sont tout aussi fascinantes, tout aussi riches en enseignements sur la nature humaine et les mécanismes du pouvoir. La sixième et dernière raison est peut-être la plus importante. Les Mérovingiens nous rappellent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais que les vaincus méritent aussi d'être entendus. La propagande carolingienne a réussi à imposer pendant plus d'un millénaire l'image des rois fainéants, ces souverains dégénérés qui méritaient d'être remplacés par les vigoureux maires du palais. Cette image était largement injuste, comme nous l'avons vu. Mais elle a façonné notre perception des Mérovingiens jusqu'à une époque récente. L'historiographie moderne a commencé à réviser cette image, à rendre aux Mérovingiens leur complexité et leur importance. Mais ce travail de réhabilitation est loin d'être achevé. Dans la mémoire collective, les Mérovingiens restent une période obscure, coincée entre la grandeur de Rome et la gloire de Charlemagne. C'est dommage, car leur histoire a beaucoup à nous apprendre. Sur la manière dont les civilisations naissent et meurent, se transforment et s'adaptent. Sur les mécanismes du pouvoir, la fragilité des institutions, l'importance des individus dans le cours de l'histoire. Sur les rapports entre religion et politique, entre culture et pouvoir, entre mémoire et oubli. Les Mérovingiens méritent d'être rappelés, non pas comme des précurseurs imparfaits de dynasties plus glorieuses, mais comme des acteurs à part entière de l'histoire européenne, qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons de manière que nous ne soupçonnons pas toujours. Quand vous marchez dans les rues de Paris, vous marchez dans une ville que Clovis a choisie comme capitale. Quand vous visitez la basilique de Saint-Denis, vous visitez la nécropole royale que Dagobert a établie. Quand vous contemplez les vitraux d'une cathédrale française, vous contemplez un héritage artistique qui plonge ses racines dans les scriptoria mérovingiens. Les Mérovingiens sont partout autour de nous, invisibles mais présents. Leur sens est peut-être éteint avec la tonsure de Childéric III, mais leur héritage coule encore dans les veines de la civilisation française et européenne. Ils étaient les rois aux cheveux longs, descendants d'un monstre marin, porteurs d'un pouvoir sacré transmis par le sang. Ils ont fondé un royaume, converti un peuple, bâti une civilisation. Et puis ils ont été effacés de l'histoire, remplacés par d'autres dynasties qui ont écrit leur propre récit de gloire. Mais l'histoire a une manière de rendre justice aux oubliés. Les Mérovingiens émergent lentement de l'obscurité où ils avaient été relégués. Les archéologues fouillent leurs tombes, les historiens étudient leurs chartes, les romanciers racontent leurs aventures. Petit à petit, ils reprennent leur place dans notre mémoire collective. Et c'est ainsi que ça devrait être. Car ils étaient là au commencement. Ils ont posé les premières pierres de l'édifice que d'autres allaient continuer à construire. Sans Clovis, pas de Charlemagne. Sans les Mérovingiens, pas de France. La prochaine fois que vous entendrez parler de Charlemagne et de son empire, souvenez-vous qu'il n'aurait pas existé sans les fondations posées par les rois aux cheveux longs. La prochaine fois que vous visiterez une église ancienne de France, pensez aux missionnaires mérovingiens qui ont porté la foi chrétienne dans les campagnes païennes. La prochaine fois que vous lirez une histoire de reine vengeresse et de trahison royale, souvenez-vous que Bruno et Frédégonde ont écrit le modèle original. Les Mérovingiens sont morts depuis 13 siècles. Mais leur histoire continue de nous parler, si seulement nous prenons le temps de l'écouter. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire oubliée des Mérovingiens, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement m'aide à continuer de déterrer ces destins anciens que l'histoire officielle a tendance à négliger. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Ensemble, nous pouvons rendre justice à ces dynasties oubliées qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une autre page méconnue de l'histoire médiévale. Les royaumes burgondes, ces États oubliés qui ont brièvement brillé avant d'être absorbés par les Francs. Qui étaient les Burgondes? Comment ont-ils créé un royaume sophistiqué au cœur de la Gaule? Et pourquoi leur héritage persiste-t-il encore aujourd'hui dans la région qui porte leur nom? C'est une histoire fascinante que je vous raconterai bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures dans les méandres de l'histoire.